Je serai le modérateur aujourd'hui de ce webinaire très intéressant organisé par Thales Informatique sur un thème que vous connaissez tous, qui est ici sur tout ce qui est urgence de la transformation digitale. Et ce qui est le plus intéressant dans notre webinaire, c'est que nous aurons une palette d'experts et d'entreprises qui ont travaillé sur leur transition digitale et qui sont là pour partager avec nous leur expérience. Et c'est vraiment une des choses, je dirais, une des choses les plus importantes dans le cadre de ce webinaire. Alors, avant de présenter effectivement les intervenants, donc je souhaite donner le mot de bienvenue au directeur général du groupe Thales pour partager, pour introduire le séminaire. Mais avant, je vais lancer effectivement la vidéo de Thales et après, il prendra la parole tout de suite après. Depuis plus de 20 ans, Thales Informatique accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Notre expérience nous permet de cerner vos problématiques et de vous apporter des solutions et des services de qualité. Logiciels de gestion et ERP dans tous les domaines. Infrastructures, systèmes et réseaux. Solutions pour accompagner votre transformation numérique. Thales Informatique est agréé auprès des principaux éditeurs et constructeurs du marché. Nos consultants certifiés assurent des prestations de haut niveau et vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet. Audit, conseil, installation, ingénierie SI et formation. Notre cellule Relations Clients est au service de plus de 500 entreprises marocaines, mettant à leur disposition des services à la carte, hotline dédié, télémaintenance, mise à jour de leurs solutions, intervention sur site et veille légale. Des services de proximité pour garantir la satisfaction de nos clients. Thales Informatique, au service de la performance de votre entreprise. Okay, merci beaucoup. Donc, sans tarder, j'appelle Abdullah Reda pour introduire le webinaire. C'est Abdullah, on ne vous entend pas. Vous avez coupé le micro. Je te remercie, Mounir, pour ton implication dans l'organisation et la réussite de ce webinaire. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous sur cette thématique qui est d'actualité. Dans l'objectif, effectivement, c'est de trouver des solutions concrètes autour de la transformation digitale pour faire face à la crise que nous traversons actuelle. Chez Thales Informatique, nous sommes convaincus qu'il faut trouver des solutions et qu'un chef d'entreprise avisé ne peut pas continuer à subir les difficultés causées par la crise du coronavirus. Il y a des solutions concrètes à travers le digital. Et l'objectif de ce webinaire, effectivement, c'est de vous donner des solutions et des réponses concrètes. Alors, donc, on a vu dans la courte vidéo ce que fait Thales depuis 24 années. En fait, cette année, nous fêtons notre 24e anniversaire. Ces 24 années, nous avons pu cumuler des expériences et une expertise pour accompagner nos clients dans la transformation digitale. Nous avons pu aussi gagner pas mal de prix. Thales Informatique est habitué aux awards et aux prix gagnés avec notre partenaire Sage. Je tiens à remercier tous les clients qui nous font confiance depuis tant d'années et qui continuent à croire en nous pour faire ce métier qui nous passionne et qui passionne l'équipe de Thales Informatique qui est aujourd'hui composée de 35 personnes pour continuer à leur délivrer le meilleur service possible et de les accompagner du mieux dans cette transformation digitale. Donc, merci beaucoup à tous les clients qui continuent à croire en nous. Je remercie notre partenaire Sage aussi avec qui nous avons pu bâtir une relation historique et durable. Je remercie l'équipe de Thales Informatique, donc nos consultants qui peuvent, à travers cette expertise de 24 années,
accompagner nos clients et pour leur offrir des services à très forte valeur ajoutée. Et enfin, un grand merci à nos clients qui ont accepté de venir témoigner sur leur expérience vécue avec Thales Informatique, sur les solutions justement qu'ils vont nous présenter. Donc, merci beaucoup. Je vous passe la main, Mounir. Ok, merci beaucoup aussi, Abdellah Reda, pour votre intervention et introduction. Avant d'introduire les intervenants, je souhaiterais juste dire deux mots au fait sur la transformation digitale et ce que j'appelle les 7 keystone, les 7 clés de voûte d'un projet de transformation digitale. Il est vrai qu'on entend beaucoup parler de la transformation digitale. Souvent, on la réduit à son volet purement technologique. On parle de cloud, sécurité, technologie web, et souvent, on est orienté technologie. Or, la transformation digitale dépasse très largement le cadre technologique et le DSI, il est vraiment au cœur de cette transformation et j'expliquerai pourquoi. Le premier élément dans lequel je souhaite détailler je dirais, ces 7 éléments de la transformation digitale, c'est le client. Et je ne parle pas de n'importe quel client. Vous avez le client externe, c'est-à-dire c'est celui qui vous ramène des revenus, qui vous permet de payer vos factures et avoir une entreprise qui fonctionne, qui fait du chiffre d'affaires et qui génère des marges. Et vous avez aussi votre client interne, qui est les employés qui sont utilisateurs des technologies et du système d'information. Une des clés les plus importantes, c'est il faut que la transformation digitale soit orientée client à la fois externe et interne. Parce que si vous voulez offrir un parcours client sans embâche de bout en bout, vous avez besoin de soigner l'externe et l'interne. Une chose qui était très intéressante, quand je préparais le séminaire, il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Gressier, qui est le fondateur de l'Académie de services d'accord. Et au début de 2000, ils ont théorisé un concept qu'ils ont appelé la symétrie des attentions. Très important. Et pour moi, c'est un des éléments vraiment critiques. Qu'est-ce que c'est la symétrie des attentions? C'est-à-dire que si vous soignez bien vos collaborateurs en interne, plus vous allez mettre un soin à piloter, à accompagner, à coacher, à former vos collaborateurs internes, plus vos collaborateurs internes pourront servir vos clients externes et vous allez faire une espèce de symétrie entre interne et externe. Et c'est ce qui vous permettra réellement de développer la connaissance client, de développer l'engagement client, de mettre en place un parcours client omnicanal. Dans chaque point, il n'y a aucune difficulté parce que vous pouvez avoir les meilleurs commerciaux qui vendent sur le marché, le meilleur service d'installation et de mise en service, mais derrière, si le service après-vente n'est pas aligné, n'est pas coaché, n'est pas accompagné, vous finissez par ne pas offrir un parcours client de bout en bout avec une expérience client. Donc, c'est vraiment du bout en bout. Et je pense que c'est un point central pour la transformation digitale de réfléchir l'interne et externe avec notamment la notion de la symétrie des attentions. Ensuite, on parlera numéro 2, la stratégie. Nous connaissons tous les entreprises, les PME, ce sont des entreprises qui évoluent dans un marché qui est hostile, qui est difficile de faire du business dans notre contexte. Il faut se battre, se lever très tôt pour générer du chiffre d'affaires et développer de la marge. Et donc, nous avons des ressources limitées côté PME. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut se poser la question, côté stratégique, quelle est la place du digital au niveau de l'agenda stratégique? Est-ce que c'est dans haut de les priorités? Est-ce que quand on distribue des ressources, c'est considéré comme une dépense qu'il faut le faire parce que par nécessité, ou est-ce que vous considérez ça comme un vrai investissement qui vous permettra de développer de la pérennité et de la compétitivité sur votre marché? C'est une question vraiment centrale. Et souvent, quand on parle au DG, ce n'est pas très clair. Oui, on a besoin de mettre un ERP, on a besoin de mettre un logiciel, nous avons besoin pour les commerciaux de mettre un CRM. Mais la connexion, l'articulation entre cet investissement, il est encore, on le pense toujours comme une dépense, comme un coût qu'on doit absolument faire. On est obligé de le faire et on doit le faire. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le digital, il est au cœur de la transformation des entreprises. Et d'ailleurs, on a vu plein de modèles économiques sur le marché. On le voit dans la restauration, on le voit dans le tourisme, on le voit dans les services grand public. Beaucoup d'entreprises ont transformé leur flux de revenus. Il vient maintenant grâce au digital, grâce aux plateformes digitales, grâce aux nouveaux canaux digitaux, grâce aux nouveaux services. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les consommateurs évoluent aussi. Nos enfants, qui ont maintenant peut-être entre 10 à 18 ans, ne consomment plus les services comme nous. Aujourd'hui, ils sont digital natifs. La première chose qu'ils commencent à faire, je prends mon téléphone portable et je cherche à partir du téléphone portable. Et si ça prend trop de temps, je zappe, je vais ailleurs. Et donc, c'est extrêmement important
s'assurer que le digital occupe une place importante dans l'agenda stratégique et quand il y a l'exercice budgétaire annuel, qu'on alloue des ressources pour le digital, mais parce qu'il va contribuer à générer du chiffre d'affaires, il va contribuer à réduire les coûts de l'entreprise, il va permettre à l'entreprise d'être résiliente et en phase par rapport à l'évolution des usages et de la demande de ses clients et consommateurs. Très important, numéro 2. Numéro 3, j'aimerais parler maintenant de la transformation métier. On a parlé de stratégie de client. Quel est le lien avec la transformation métier? Bien sûr, si vous ouvrez un nouveau canal de vente avec le e-commerce ou avec les marketplaces ou avec tout simplement des applis mobiles que vous développez en mobile, vous êtes en train de transformer votre métier, votre modèle économique. Et quand vous transformez le métier, vous allez générer de nouvelles sources de revenus. Et il est extrêmement important de faire évoluer votre organisation, les process métiers, et là j'arrive sur l'organisation, de manière à ce qu'ils soient alignés à la transformation métier et à la stratégie. Donc on a parlé de stratégie, de clients, stratégie, transformation métier, organisation. Maintenant, on va parler de la gestion de changement et de la culture. Il est évident qu'on ne parle, il ne s'agit pas de faire juste une gestion de changement parce qu'on a introduit un nouveau logiciel ou une nouvelle technologie. On est en train de changer de monde et le Covid l'a montré. Qui aujourd'hui il est capable de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ou dans un an ou dans 2 ans? Personne. Les experts, ils viennent à la télé quand les événements sont déjà apparus. Ils vous disent, ah voilà, on aurait dû penser, on aurait dû faire, il n'y a qu'à faire. Les fameux il n'y a qu'à faire. Mais personne n'est capable de prédire ce qui va se passer dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, ce qui est important, c'est de développer la culture d'entreprise pour aller vers ce qu'on appelle la culture d'exploration. Qu'est-ce que c'est explorer? J'ai un certain nombre de technologies, un certain nombre de choses qui sont nouvelles. Je peux dédier une partie de mon budget pour les essayer. Je vais essayer. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est du jetable. Or, aujourd'hui, le mindset, l'état d'esprit que nous avons dans les entreprises marocaines, c'est si je dépense 100 dirhams, il va falloir que je sais pourquoi, parce que j'ai acheté cet objet, j'ai acheté ça et j'ai un retour sur investissement. Or, ce n'est plus malheureusement la même grille de lecture avec laquelle on va penser le monde, avec laquelle on va créer les futurs produits ou services dont nos entreprises ont besoin pour rester compétitifs et pérennes. Parce que je reviens à ça, la question centrale n'est pas de technologie, n'est pas d'outils, n'est pas de services, mais comment mon entreprise, dans le monde de demain, il peut rester. D'abord, il peut survivre et ensuite devenir, rester pérenne. Ça, c'est vraiment important. On a parlé de gestion de changement de culture, on parle de culture d'exploration. Et on arrive maintenant, on termine par les données. Effectivement, toutes nos entreprises génèrent beaucoup de données. On communique avec nos clients, on communique avec nos prospects, on communique avec nos fournisseurs, on communique avec Sage, nos partenaires ou les autres partenaires. On échange un certain nombre de données. Or, ces données, elles doivent absolument être valorisées. Elles doivent être acquises, stockées, enrichies, communiquées et valorisées. C'est vraiment ce que j'appelle le capital immatériel qui aujourd'hui est extrêmement sous-exploité dans nos entreprises au Maroc. Donc, la donnée, on parlera de valorisation et de capital immatériel. Et je terminerai par les technologies. Dans les technologies, on s'en fout, parce que si on a quelque part une entreprise qui est résiliente, qui est capable d'apprendre, qui est capable d'absorber les chocs, qui est capable de rebondir et réfléchir et elle est agile, qui est agile, effectivement, vous pouvez mettre n'importe quelle technologie, elle sera absorbée, appropriée, entraînée, formée, diffusée dans l'ADN de l'entreprise. Alors pour les technologies, on peut parler de ce qu'on appelle les technologies SMAX, à base de social, les réseaux sociaux, à base de mobile, analytics, tout ce qui est BI, outils analytics, sécurité. Et je termine, et big data. On parlera de l'intelligence artificielle avec tout ce qui est machine learning et deep learning. On peut parler des blockchains. Et je terminerai par le cloud, les technologies cloud. Aujourd'hui, le cloud représente une véritable opportunité pour les PME. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur core business. Pourquoi il va s'emmerder à avoir un data center avec des serveurs, avec les problématiques multivendeurs, les problématiques de garantie, les problématiques de maintenance, les problématiques de réactivité, offrir un service H24, alors qu'aujourd'hui, il peut le transférer soit sous forme de service managé dans un data center qui est hosté dans le data center de l'intégrateur, ou bien chez l'éditeur carrément, dans le cadre de solutions cloud. Et là, il va faire un transfert de risque et il va s'occuper, passer son temps à s'occuper de comment développer mon modèle économique, comment je crée de nouveaux services, comment j'emmène mon entreprise à être agile et être pérenne. Et tout le risque technologique, je vais le transférer chez les intégrateurs et les éditeurs. Et je rajouterai une dernière dimension. Les 3-4 dernières années, nous avons tous vécu ça dans nos entreprises, le départ massif des ingénieurs en France et au Canada. Aujourd'hui, on voit sur le marché beaucoup de DSI qui se vident de leurs compétences. Alors, comment allez-vous faire? Allez-vous continuer à investir dans vos data centers alors que vous savez que ça va être extrêmement difficile de garder les compétences à terme?
Il vaudrait mieux commencer à réfléchir dans l'agenda, à transférer toute votre infrastructure. Dans le cas de services managés des data centers gérés par les intégrateurs tels que Thales Informatique ou carrément chez l'éditeur pour la partie solution cloud. Donc, je voulais vraiment revenir, brasser le tableau sur la transformation digitale et terminer sur le cloud pour dire que c'est une affaire relativement complexe. Il s'agit de la pérennité de l'entreprise. Il ne s'agit pas uniquement d'un choix technologique qu'on va faire en une année, en deux, en trois. Ça, c'est important. Alors maintenant, nous allons introduire le webinaire. Pour ce webinaire, nous avons 4 objectifs. Le premier, effectivement, objectif, il concerne le premier objectif du webinaire. Donc, nous allons travailler sur tout ce qui est les bénéfices du cloud versus in-premise. Pourquoi est-il urgent d'aller vers le cloud? Quels sont les exemples de trajectoire d'évolution vers le cloud? Et là, on aura l'occasion, effectivement, que les participants, nos entreprises participantes vont pouvoir parler de ça. Et enfin, on terminera sur quels sont les prérequis par expérience pour que la transformation digitale composante cloud contribue vraiment à la pérennité du business de votre entreprise. Alors, sans tarder, je souhaite introduire nos intervenants qui ont très gentiment accepté de venir partager leur expérience, leur retour d'expérience. D'abord, Madame Lubna Mouatassim Billah, qui est responsable administratif et financier et qui a piloté le projet de migration vers le cloud pour la société Bostik, qui est un acteur majeur de l'industrie de l'adhésif et de la colle. Monsieur Alexandre Alanik, qui est directeur de plateforme au Maroc du fameux groupe Argus, qui n'est plus à définir dans le secteur automobile, secteur qui est plus aujourd'hui sinistré malheureusement à cause de la crise. Troisième, c'est Rachid Intej, qui est responsable DSI du groupe Bilet Ouzia, représentant le secteur de l'agroalimentaire. Et ensuite, c'est Abdelal Marrakchi, qui est directeur commercial Maroc et Tunisie pour les solutions Cloud SMB. Et enfin, on terminera Seria Sinreda, qui est le directeur commercial de Thales. Alors, d'abord, je veux commencer par, effectivement, Madame Lubna Mouatassim Billah, par vous poser la question, au travers de votre expérience, Madame Lubna, quelles sont les principales motivations qui vous ont poussé à aller vers la solution cloud? Merci, M. Mounir Chouki. Merci, M. Abdullah Reda, Yassine Reda. Merci à tout le monde présent. Merci de nous avoir invités et de nous donner la parole dans ce séminaire web. En fait, la Marocaine d'école, filiale de Bostik, elle-même filiale d'Arkema, donc elle fait partie d'un grand groupe mondial et on est encadré un peu par une charte informatique d'un grand groupe. Donc, le fait d'aller vers le cloud, c'était quelque chose qu'on a commencé en 2019, il y a une année, mais avec la crise Covid, elle n'a fait qu'accélérer les choses. En 2019, on avait déjà migré tous nos données, tous nos données, fichiers Word, Excel, c'est-à-dire nos données dans le serveur normal, on les a déjà migrés en 2019. Il nous restait proprement l'ERP et c'était prévu pour 2020, donc Covid a accéléré les choses. Donc, c'était beaucoup plus pour harmoniser le système avec le groupe parce que pendant la période de Covid, qu'est-ce qui se passait? On était chez nous, on pouvait travailler avec nos tokens, accéder à tous nos documents Word, Excel, faire des reporting vis-à-vis de la maison mère, mais on ne pouvait pas accéder à notre CERP. Donc, il fallait rentrer au bureau pour faire tout simplement consulter un grand livre, faire une extraction ou ressortir des statistiques. C'est-à-dire on était à cheval entre deux technologies. C'est pour ça qu'il était une nécessité d'aller vers le cloud pour tout, pour avoir cette flexibilité à 100% au niveau de toutes les applications de la société. Aussi, il y avait certaines contraintes qui nous ont poussé à aller vers le cloud. C'est notamment la gestion, par exemple, des utilisateurs. Quand on est sur le cloud, quand on fait une mise à jour de logiciel, elle est applicable pour tous les utilisateurs. Si on est en local, s'il y a une version à mettre à jour, il faut faire le tour de toutes les machines. Et parfois, on a des contraintes, une machine qui n'est pas compatible, ou un Windows qui n'est pas compatible, alors que quand on est sur le cloud et sur le virtuel, quand on fait une mise à jour, elle est valable pour toutes les machines. Donc, c'est plus ou moins plus facile à gérer, plus sécurisé et
Et aussi, ça nous évite des contraintes, ça nous a évité des contraintes du quotidien, genre gérer le serveur, se soucier de l'onduleur, est-ce qu'il marche toujours ou pas, se soucier de la garantie du serveur local de Sage, est-ce qu'il est toujours en garantie ou sous garantie. Donc, sachant que nous, on avait un serveur small type S, donc il fallait le changer tous les 5 ans. Parfois, bon, on n'est pas informaticien ici, on n'a pas un informaticien local et je ne vous cache pas, parfois j'oublie que mon serveur il a dépassé 5 ans, il n'est plus sous garantie. Donc ça nous arrive parfois, un jour on trouve que l'onduleur il a cramé ou le serveur il ne marche plus ou il y a une coupure d'électricité, il faut faire le redémarrage des serveurs, il faut appeler un technicien. Donc les versions cloud, elles permettent, donc voilà. Et elles nous ont permis cette flexibilité. On ne gère plus le matériel, on ne gère plus le hard. Donc, on a une station de service, on exige, eh bien, on est servi. Eh bien, parfait, excellent. Merci beaucoup, Madame Loubna. Je passerai effectivement, je poserai la même question pour Alexandre Alanik pour un autre secteur automobile. Donc, vous, travers votre expérience, vous êtes aussi filiale d'un groupe français connu, le groupe Argus. Quelles étaient pour vous les principales motivations qui vous ont poussé à aller en local sur le cloud? Écoutez, merci de l'invitation tout d'abord. Donc, le fait de choisir le Sage sans Cloud était un choix, je dirais, par défaut. Nous sommes au niveau, avant d'avoir Sage sans Cloud, nous n'avions aucun système comptable au niveau du Maroc. Notre expert comptable était sur Sage, mais il a fait un choix vers un autre système et ça ne nous a pas trop plu les résultats, qui n'est pas Sage. Et donc, nous nous sommes retrouvés au niveau du siège en France qui gérait la facturation, qui était sous le système de Sage X3. Qui est un système énorme et vraiment dans le besoin supérieur à celui de notre filiale marocaine. Donc, nous avons fait une étude de marché et nous avons voulu rapidement enlever les problèmes de hardware, c'est-à-dire serveur, est-ce qu'on le met en France, au Maroc? Donc, c'est des choses qu'on avait vues. Rapidement, ces questions, on les a zappées par la simple logique que nous avons vu que Sage avait une solution Sage sans cloud et que nous avons testé. Nous avons étonnamment été surpris de la qualité, de la rapidité. Et nous avons mis en place rapidement cette solution. À date d'aujourd'hui, cette solution marche très bien. On n'a jamais eu de problème de coupure. Ça nous a permis de pouvoir gérer notre comptabilité, notre facturation, tout ça à distance. J'avais notre office manager qui fait toute la partie comptabilité facturation, qui est de Salé. Donc, il a pu travailler tranquillement pendant le confinement de chez ses parents à Salé. Et ça nous a permis de garder une quantité du travail avec tout le support des équipes de Thales, surtout quand on était dans une phase post-mise en place. Voilà. Et donc, le choix du cloud est un choix, par défaut maintenant et que ce soit pour toutes nos solutions, de plus en plus. Voilà. Super, merci beaucoup Alexandre pour ce retour d'expérience, effectivement. Après, on reviendra justement sur les critères juste après. Peut-être Serachid Intez, je ne sais pas s'il a réussi à se connecter parce que je pense qu'il a des difficultés de connexion. Serachid, vous êtes de... D'accord. Okay, donc, on va essayer de le jouer. Serachid, donc on va essayer de le joindre entre-temps parce que je sais qu'il a des difficultés pour se connecter. Donc, pour la deuxième question, Madame Loubna, sur quels critères vous vous êtes basé pour décider d'opter pour le cloud versus rester sur du Premier critère, donc c'est le coût. Je sais que ça me coûte tant par utilisateur par mois, alors qu'avant, je ne maîtrisais pas les coûts. Donc, je gérais ma salle de serveur, il fallait changer le serveur, changer l'onduleur, les pannes, les maintenances du serveur. Donc, quand on a un serveur en local et tout ça, donc il y a des coûts cachés que certainement on ne les connaît pas. Donc, ne serait-ce que pour planifier une maintenance un week-end ou arrêter les serveurs et les redémarrer, tout ça, donc déjà, le coût, il est clair. Ça coûte tant par utilisateur par mois. Donc, première des choses. Deuxième des choses, donc Yassine, il a fait avec nous un audit de sécurité avec le groupe. Donc, ils ont déjà répondu à un questionnaire ou un checklist de la maison mère. Donc, il y a aussi la sécurité. Donc, la sécurité des informations,
la possibilité de restaurer les bases à n'importe quel moment. Donc, ça nous est arrivé, on avait des cassettes, des sauvegardes, et le jour où on avait besoin, tiens, on a changé de serveur, ces cassettes, on n'a plus le lecteur pour les liens. On croyait qu'on avait les sauvegardes, et le jour où on en a besoin, on est parti la chercher, et nos cassettes, ils étaient obsolètes. Ça, c'est ce qui arrive. Donc, il y a le coût, la sécurité, c'est flexible. On peut ajouter les utilisateurs à n'importe quel moment, en supprimer, donc la flexibilité. Et voilà, donc, et comme je vous ai dit, les problèmes de mise à jour et tout ça, donc c'est géré à distance, il n'y a pas de problème. Les sauvegardes, il y a une disponibilité. Donc, c'est beaucoup mieux que la gestion en local d'un serveur. Parce que en local, elle est très, très lourde. Au niveau sûreté, sécurité, beaucoup de choses. Et parfois, en interne, on n'a pas les spécialistes pour, surtout en tant que petite filiale. Donc, pour avoir un service informatique ou une charge fixe des salaires et une équipe informatique pour gérer une petite salle de serveur, un small serveur, donc ça devient très lourd. Donc, l'option de l'externalisation, elle est beaucoup plus meilleure, et beaucoup plus pratique et moins coûteuse. Super. Merci beaucoup, Madame Lomna. Et de votre côté, Alexandre, quels critères vous vous êtes basé pour décider d'opter pour cette solution, tout en sachant que c'était un choix par défaut, en fait? Nous aurions pu essayer de trouver d'autres solutions ou de partir sur une logique de mettre en hardware alors que nous avions bien un serveur dans nos locaux casablancais. Nous avons assez de serveurs au sein de notre siège et nous avons aussi des serveurs pour nos propres solutions chez un prestataire informatique. Donc, nous pouvions avoir ce partenaire informatique qui était nous-mêmes avec des ressources humaines dédiées. Mais nous avons vite été satisfaits du siège 100C en termes de coûts. Nous avons fait un benchmark et rapidement, ce choix s'est présenté comme celui par défaut. Et on s'est dit que ça permettrait aux équipes, il nous fallait une solution simple à se connecter, que ce soit pour les équipes France, mais aussi pour les équipes Maroc. Et donc, le Stage 100 était la solution la plus intéressante parce que mettre les solutions soit au Maroc, soit en France, à ce moment-là, il faut faire des connexions à distance. Demain, Thales doit nous accompagner sur quelque chose. On doit leur permettre de se connecter à distance. Sur certains de nos serveurs, c'est des solutions avec des IP sécurisés fixes. Donc, ça aurait été beaucoup de complications informatiques et bien sûr de responsabilités, comme l'a bien dit Madame Mouatassim Bila tout à l'heure. Donc, la solution CSOT, c'est apparu la solution la plus facile. Et je pense que ces derniers temps ont confirmé que c'était le choix qui devait être fait de plus en plus pour tout professionnel via ERP ou via toute solution informatique. Voilà. Parfait. Et le coût est intéressant au final quand on fait le calcul dans les détails, analytiquement. Analytiquement. Et pour vous, c'était quoi les prérequis les plus importants à mettre en place avant de migrer vers le cloud? Alors, accessibilité, prix et qualité d'accompagnement et je dirais du service d'accompagnement de Thales. Voilà. D'accord. Ça peut être effectivement des conditions dans le choix de la solution finale, en fait, qui rentrent dans le choix de la solution finale. Tout à fait. Tout à fait, voilà. Excellent. Donc, en fait, si je fais vraiment une synthèse entre les deux interventions, si je reviens sur, si j'étais demain je dirais un DSI ou un chef d'entreprise ou un DAF qui doit effectivement prendre la décision de soit une solution cloud, soit manager chez un prestataire qui gère, soit effectivement une prémisse en investissement dans un serveur et dans l'applicatif et nous qui le gérons nous-mêmes, on peut effectivement, il y a 5 critères qui sont ressortis de votre retour d'expérience. Le premier, c'est effectivement le coût, le facteur coût. Donc, avoir un budget prévisible parce que vous savez à l'avance combien ça va vous coûter en mensuellement par utilisateur et par mois. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet d'avoir un budget prévisible. Ça, c'est important. Et vous n'avez pas de coûts cachés parce que vous savez vos coûts à l'avance. Le deuxième élément, effectivement, vous êtes assuré sur la sécurité parce que vous transférez tout le risque de sécurité, de maintenance, de mise à jour vers un partenaire. Donc, c'est à lui de faire ça. C'est son métier, c'est son cœur business. Il a les outils, il a les équipes dédiées pour faire ça. Donc, vous, notamment avec le volet sécurité, toutes les difficultés que nous avons vues dans la presse ou des entreprises même marocaines pendant le Covid qui ont perdu complètement leur installation à cause d'attaques informatiques.
Donc, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse prendre cette responsabilité et le gérer et faire le restore, aller chercher le backup et restaurer le système pour vous en temps et en heure. Troisième élément, la flexibilité, effectivement, pouvoir monter ou descendre comme on veut, hein, c'est le nombre d'abonnés par mois. Dernier volet, vous n'êtes pas obligé d'avoir une équipe experte de SI qui est dans vos locaux. Vous n'investissez pas dans les salaires, comme il a dit tout à l'heure Madame Ouattassim. Et dernier, c'est l'accessibilité. C'est vrai que ce volet de, si vous avez plusieurs partenaires qui ont besoin de se connecter sur votre applicatif, sur votre infrastructure, c'est quand même génial d'avoir ça quelque part dans le nuage et vous offrez une solution accessible, scalable, sans avoir besoin de quelqu'un qui coordonne, qui vous donne une fenêtre de connexion et qui déconnecte, qui change les mots de passe après et tout ça. Donc, vous ouvrez votre portail à tous les partenaires parce que vous savez que l'accès est sécurisé et géré par un partenaire dont c'est le métier. Merci beaucoup aux intervenants. Donc là, effectivement, j'ai envie d'écouter maintenant le point de vue de l'éditeur, hein. Donc, c'est Abdelal Marrakchi qui a eu l'habitude, qui ont mis en place pas mal de comptes gérés cloud au Maroc et en Tunisie, mais ça nous intéresse beaucoup d'écouter sur le Maroc, qui est beaucoup plus proche de nous comme contexte. Donc, c'est Abdelal Marrakchi, qu'est-ce que vous avez, quand vous rencontrez les chefs d'entreprise, les DAF et les DSI, quels sont les freins que vous avez observés sur le marché qui les empêchent de s'engager dans une démarche cloud? Très bien, très bien. Est-ce que vous m'entendez avant de me lancer? On vous entend très bien et on vous voit très bien. Très bien, super. Alors, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation. Et puis, on rentre dans le vif du sujet, sujet très passionnant, le cloud. Et je pense, tout le monde autour de ce web séminaire, il a dû un jour penser au cloud, mais il hésite. Et sachez que si vous hésitez, ben, vous n'êtes pas seul. Parce que l'adoption du cloud, en fait, n'est pas tout à fait homogène de par le monde. En effet, je pense qu'on peut citer des statistiques. Il y a les pays nordiques, donc qui ont un taux d'adoption qui est supérieur à 40%, hein, les PME qui ont adopté des services cloud, des solutions sur le SaaS. Ensuite, je peux citer l'Europe, qui a un taux d'adoption légèrement supérieur à 20, dans les alentours de 21%. Spécifiquement la France, qui est à 17%, et puis l'Allemagne, qui est à 19%. Alors malheureusement, je n'ai pas les chiffres du Maroc. Malheureusement, on manque de ce type de chiffres, mais ce que je peux vous assurer, c'est que dernièrement, à cause ou grâce à la crise Covid-19, on a vu une accélération de la demande, d'accord, autour des solutions cloud, autour des solutions SaaS. Bien entendu, tout cela s'inscrit dans une logique de transformation digitale, comme l'a si bien dit Simone au départ, une transformation digitale qui touche toutes les PME, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur localisation géographique. Donc, et tout le monde ici en fait partie. Maintenant, je vais, à travers cette réponse, répondre à quelques craintes, puisque, en fait, quand on pose la question sur un certain nombre d'enquêtes à des dirigeants de PME, ben, ils sont plus de 56% à répondre que les solutions cloud sont adaptées à leur entreprise et que 9 sur 10 d'entre eux estiment que le principe est intéressant. Mais en réalité, ils ne sont pas plus de 12% à envisager de s'équiper finalement de solutions cloud. Donc, vous voyez, le ratio est quand même, il va se limiter plus on va aller vers le concret. Et bien sûr, cela est souvent par peur que le cloud soit trop coûteux, ne soit pas assez sécurisé ou ne soit pas adapté à leur taille d'entreprise ou PME. Donc, ce sont là, moi, je pense, des idées reçues. Certaines voilà, sont dépassées. Donc, le premier frein dont je vais parler, ça sera, pour ma part, je pense que c'est la confidentialité et la sécurité de données. Donc, deux principales craintes autour du cloud qui ressortent sur plusieurs études. Et ce qu'il faut savoir par rapport à cela, c'est que les fournisseurs cloud, les data centers qui hébergent les données de leurs clients,
sont sur des infrastructures qui bénéficient d'un niveau de sécurité difficilement atteignable par les entreprises seules. En effet, l'approche d'un data center par rapport à la sécurité est une approche industrielle, est une approche stratégique, c'est son cœur de métier. Cette approche s'appuie sur des moyens colossaux et puis elle suit des standards très stricts. Je peux citer la norme ISO 27001 qui est la norme qui vise à manager la sécurité de l'information sensible et donc auquel répondent les data centers. Voilà, et on peut imaginer qu'une PME n'aura ni les moyens, ni l'organisation, ni les compétences nécessaires pour atteindre ou même s'approcher même du niveau de sécurité délivré par un fournisseur cloud. Donc voilà pour moi le premier mythe qu'il faut tout de suite écarter. La sécurité dans un data center ne sera jamais approchée par les moyens d'une PME. Pour ma part, je pense que cette première question de dire est-ce que mes données sont sur le cloud sécurisées ou pas, c'est un peu équivalent à la question qu'on a vue dans le marché il y a à peu près 10 ans où les entreprises se disaient est-ce que je vais développer moi-même mon application de tenue de comptabilité, de gestion commerciale ou est-ce que je vais faire confiance à un éditeur qui, lui, son métier, c'est le développement des applications de gestion d'entreprise. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus à prouver. Il est clair que les applications standards des éditeurs reconnus bénéficient d'années de maturité et qui ont été développées de version à autre sur la base des best practices, sur la base des retours des clients, d'accord, qui ont justement aidé à améliorer ces solutions-là. Et bien de la même façon, aujourd'hui, quand on fait appel à un data center, à un hébergeur ou un fournisseur de solutions SaaS sur le cloud, d'accord, ben c'est de la même façon, on ne pourra jamais offrir le même niveau de sécurité, de confidentialité de données. Deuxième élément, qui me semble un frein, c'est un a priori. Peut-être que c'était vrai dans le passé, mais ce n'est plus le cas maintenant. Est-ce que le cloud, c'est cher? Je pense que Madame Mouatassim, au départ, a très bien détaillé ce point-là. Je vais y revenir très rapidement. Et elle a bien décrit, une notion très importante, c'est le TCO. Le TCO qui est le Total Cost of Ownership. C'est-à-dire qu'une entreprise, pour comparer le on-premise, c'est-à-dire l'installation sur mes serveurs par rapport à l'acquisition ou par rapport à la consommation d'un service SaaS, par rapport à une solution sur le cloud, il faut comparer le coût total de la possession d'une solution informatique sur plusieurs années. Et là, bien entendu, c'est ce que tout à l'heure on a pu écouter, on a droit au coût caché engendré par un projet non SaaS, puisque il y a la mise à jour, il y a les garanties, il y a le renouvellement du parc, il y a toute l'infrastructure qu'il faut monitorer, il y a des ressources humaines, il y a des compétences qu'il va falloir garder, fidéliser, mais également il va falloir former. Et je pense que clairement là, ce n'est pas le métier d'une PME qui n'est pas dans le secteur informatique. Je pense qu'aujourd'hui, l'informatique, le rapport à l'informatique doit changer. On ne doit plus être dans une logique de possession, mais plutôt dans une logique où je me délaisse de cette gestion-là qui, aujourd'hui, l'informatique, c'est vrai qu'elle ouvre beaucoup de champs du possible grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la business intelligence, le big data, énormément de choses, c'est vrai, mais l'informatique devient de plus en plus complexe à gérer, à sécuriser, à maintenir, à renouveler. Et ce sont des professionnels qui peuvent le faire à votre place pour vous laisser vous concentrer sur votre cœur de métier. Alors, permettez-moi, si vous le voulez bien, M. Chokri, vas-y si tu veux, mais j'ai parlé des freins, je voulais conclure quand même sur les bénéfices. Les critères.
les critères, Voilà. parce qu'il m'intéresse effectivement, ça va être en miroir des critères. Ouais. Je suis un chef d'entreprise qui souhaite prendre la décision demain pour m'engager, soit in premise, soit le. Mhm. Quels sont les critères que vous me recommandez à Semrakchi sur lesquels je dois baser ma décision? Vous avez parlé du TCO, c'est pour ça que j'ai rebondi au fait. Le total cost, ouais. Vous avez parlé de Total Cost of Ownership qui est très bien, un des critères qui est pertinent. Est-ce qu'il y aurait d'autres critères additionnels par rapport au TCO à considérer pour que je prenne une décision avisée? Bah, tout à fait, tout à fait. Donc, à côté donc, du TCO, il y a d'autres éléments donc, à prendre en compte, hein. Notamment la capacité d'utiliser des nouvelles technologies à moindre prix. Quand on est sur des logiques de possession, d'accord, et que l'entreprise souhaite acquérir un logiciel pour gérer sa trésorerie, pour gérer une comptabilité analytique, budgétaire, pour gérer la relation client avec du CRM, pour mettre en place de la BI pour piloter son activité, pour mettre en place un intranet. Si on est dans une logique d'acquisition, ben, il y a toujours le coût licence qui n'est pas des moindres. Et il y a bien entendu l'installation et il y a la maintenance, d'accord, des postes, la compatibilité des systèmes, etc. Alors que quand je suis sur une logique SaaS, eh ben, je vais pouvoir m'inscrire dans une logique de test and learn finalement, hein. Tout à l'heure, vous l'avez bien souligné, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas dans quelles contraintes nous aurons à faire du business, mais nous ne savons pas également quelles seront les opportunités vont s'offrir à nous et qu'on peut saisir. Et donc, si je suis dans une logique SaaS, je peux très bien, moyennant un abonnement annuel ou mensuel, voilà, essayer, tester un nouveau service, mettre en place éventuellement, je parlais d'un CRM ou de la BI. Si ça marche, eh ben j'adopte. On est sur du try and buy, hein, d'accord. Ça marche, j'adopte. J'augmente du coup ma consommation en augmentant le nombre de postes, le nombre de fonctionnalités que je vais vouloir intégrer. Ben, si ça ne marche pas, je vais investir ailleurs, sur la BI, sur la dématérialisation des process et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment ce deuxième critère très important, c'est la capacité d'utiliser des nouvelles technologies à moindre prix. Deuxième élément, oui. Alors, Troisième. oui, effectivement. Troisième élément, du coup, d'accord, c'est le fait d'avoir de la flexibilité en termes de consommation. Je suis sur une consommation à l'usage. On peut imaginer que des entreprises, voilà, par exemple, pendant la crise, il y a une baisse d'activité et donc je vais pouvoir renoncer, d'accord, à un certain nombre d'utilisateurs dont je n'ai pas besoin, un certain nombre de modules que je n'utilise pas. Et au moment de la reprise économique, au moment de la reprise d'activité ou au moment des pics d'activité, on peut imaginer que je vais faire l'acquisition ou je vais activation, hein, de plus d'utilisateurs, plus de fonctionnalités, plus de modules, etc. Et donc finalement, je vais avoir une consommation et du coup un paiement à l'usage. Donc je ne paye que ce que je consomme réellement. Et là, c'est un avantage majeur. Le dernier avantage, et c'est lequel je vais conclure avec, c'est le fait que avec Sage, je pense qu'on est quand même différent des autres éditeurs, c'est que ce critère de flexibilité et de consommation à l'usage, nous avons voulu l'intégrer dans toutes nos offres. C'est-à-dire que ce soit les solutions SaaS ou les solutions même on-premise, elles sont aujourd'hui à la carte et en mode commercial de souscription. C'est-à-dire que on va offrir, on offre déjà, hein, on offre aux entreprises la possibilité d'investir sur des solutions on-premise ou SaaS moyennant un abonnement. Et ça change tout. Là, vous avez un vrai fournisseur SaaS qui veut dire Software as a Service. Ça peut être dans le cloud, comme ça peut être dans une logique d'évolution, hein, le temps que cette réflexion mûrisse, d'accord, ça peut être dans une logique, d'accord, de on-premise, mais qui petit à petit peut passer vers une installation hybride qui rallie, voilà, les deux des meilleurs mondes pour finalement atterrir sur une plateforme cloud. Merci beaucoup. Et voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça.
Ah, très bien, très bien. Le message est bien passé. Donc, je reviendrai au fait sur la synthèse qui m'intéresse. Moi, c'est, je suis un chef d'entreprise, je dois prendre une décision vers du cloud ou in-premise ou SaaS sur du in-premise. Je veux garder le serveur chez moi dans mon data center. Et il y en a quatre critères sur lesquels je dois absolument être clair. Le premier, c'est le coût total d'opportunité, calculer l'ensemble des coûts, de l'acquisition jusqu'à la maintenance, en intégrant l'ensemble des évolutions logicielles, les mises à jour et patch et ce qu'on veut. Donc, on est vraiment sur le TCO. Et d'ailleurs, je pense que vous, le son est faible, merci. Alors, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui, moi je vous entends. Très bien, Oui. Oui, parfait. on vous entend bien. Parfait, on ne sait jamais. Oui, très bien. Faut poser la question, ouais, très bien. Et donc, au fait, le premier élément, c'est le coût total d'opportunité. Et je pense que vous, éditeurs Sage et Thales, peuvent accompagner les DSI, les responsables financiers et les directions générales pour élaborer, calculer ce TCO pour faire leur choix. Je pense que ça peut être intéressant d'accompagner les clients là-dessus pour qu'ils puissent le calculer, le TCO. Le deuxième élément, c'est le test and learn. C'est très intéressant parce qu'à moindre coût, vous pouvez tester. Et c'est ce que je disais, avoir une entreprise agile. L'agilité, c'est est-ce que j'ai les process, la technologie et le capital humain qui est formé pour tester une technologie, l'essayer, si ça marche, on la garde, si ça marche pas, c'est du jetable. On est vraiment dans le test and learn et du jetable. Ça nous permet d'habituer notre organisation à une mécanique d'exploration, à une mécanique d'expérimentation, ce que j'appelle l'expérimentation. D'ailleurs, j'avais travaillé dans le cadre de jeux que j'avais développé, on parle du SSTA, c'est sentir, saisir, tester et adopter. C'est les quatre éléments avant de diffuser une techno. Après, nous avons effectivement la flexibilité, c'est la consommation à l'usage. Je prends effectivement en fonction du nombre d'employés que je veux, nombre de licences en fonction de l'usage et que je peux augmenter et baisser en fonction du besoin de mon business et le contexte dans lequel j'évolue. Et le dernier, c'est effectivement, c'est assez intéressant de retrouver que pour Sage, on peut aussi bien avoir le concept d'utilisation d'un logiciel dans un nuage au cloud ou ça peut être aussi en prémisse, avoir ce modèle commercial assez scalable de manière à ce qu'il puisse répondre aux besoins de territorialité pour ceux qui veulent garder leur data center chez eux et le besoin du transfert complet vers le cloud pour ceux qui souhaitent le transfert vers le cloud. Je trouve que c'est intéressant. Et on terminera par l'intégrateur, CSN Reda. Donc là, on a envie d'écouter aussi l'intégrateur qui accompagne ce process de bout en bout, dès l'apparition du besoin jusqu'au support après-vente. Donc, effectivement, c'est Abdelaziz Ajlik. On garde la question. On aura la possibilité en 5 minutes de poser, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Donc, votre question, c'est Abdelaziz, elle est bien notée et ça sera la première qui sera posée. Donc, si Yassine Reda, donc vous pouvez nous parler des prérequis d'accompagnement de bout en bout, parce que Thales a développé une offre intégrée avec une véritable proximité avec ses clients. Donc, si vous pouvez nous parler de votre approche d'accompagnement pour aider vos clients à adopter les nouvelles technologies, qu'elles soient imprises d'ailleurs au cloud. Donc là, très bien. Donc, d'abord, je tiens à remercier nos clients qui ont répondu favorablement à notre invitation. Donc, cela certainement va nous inciter à proposer plus ces choses à nos clients sous format digital. Donc, nous aussi, on est en pleine transformation. On s'adapte aussi au contexte. Donc, la transformation va toucher tout le monde et ça nous touche aussi, nous, Excellent. en étant des professionnels de l'IT. Donc, voilà, par rapport à ça, j'aimerais bien, avec les échanges que j'ai avec mes clients, avec aussi nos prospects, c'est que nous avons senti un besoin d'aller vers le cloud qui peut être, on va dire, poussé par deux cas de figure les plus répandus. La première, c'est effectivement, comme a dit Madame Loubna tout à l'heure, c'est de se libérer de la partie infogérance et technique et se concentrer sur le cœur de métier. Donc là, c'est la chose la plus, on va dire, la plus répandue. Il y a aussi la mobilité. Ça, c'est très important aussi. Donc là, malheureusement, notre ami Rachid Intaj n'a pas pu se connecter. Je pense qu'il a pu nous rejoindre. Ah bon, très bien, très bien. Donc, Rachid est là. Désolé pour ah, super, c'est Rachid. Il va s'exprimer. Ok, donc là c'est par rapport aux des besoins de mobilité. Donc on souhaite toujours être mobile, se connecter à nos applications partout, là où nous sommes, à n'importe quel moment, avec n'importe quel périphérique. Ça aussi c'est important, avec toujours avec la place que ça commence à prendre les smartphones, les tablettes dans notre vie quotidienne.
Donc là aussi, c'est des choses qui incitent nos clients à passer vers le cloud. Tout en sachant que la vision, on va dire, globale, des fois, on est agréablement surpris par la maturité de nos PME, donc qui ont déjà une volonté. D'ailleurs, tout à l'heure, on a senti ça avec le témoignage d'Alexandre et bien avec le témoignage de Madame Loubna. Donc, c'est on va dire, c'est des objectifs ou bien des besoins du client lui-même. On va pas forcer la décision. La décision, elle est bien mûre chez le client déjà. Donc, on est juste dans une phase de conseil, d'accord, pour aiguiller le client vers la bonne solution. Donc, on a parlé du cloud, le cloud, mais il y a plusieurs clouds. Donc là aussi, on est très, on va dire, flexible pour proposer la bonne solution qui va être sur mesure au contexte. Là, par exemple, avec Bella Taouzi, on est parti sur un hébergé infogéré. Donc, ce n'est pas du cloud public chez l'éditeur. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs besoins, dont l'accessibilité de la data, la prise en main de la sauvegarde quotidienne, ce genre de choses qui nous ont aiguillés vers ça. Donc je garde enfin, c'est que les prérequis, c'est la volonté du client. Une fois le client on va dire, il est sûr que c'est la voie qu'il veut prendre, donc on est là pour l'accompagner à prendre cette voie-là avec la sécurité et la sérénité la plus accrue. Très bien. Et si Yassine, donc concrètement, en fait, moi je suis un prospect qui se présente, qui veut être accompagné de bout en bout. Vous allez me proposer un premier workshop pour faire un audit, c'est ça, de mes besoins? Comment vous démarchez? Certainement, c'est de l'écoute active tout simplement. Donc, on est déjà, donc chaque client est unique et spécial. Donc, malheureusement, on n'est pas encore dans un traitement industriel. Donc, on est là déjà pour se placer en tant que conseiller IT privilégié du client. Donc, on écoute, on doit comprendre et on creuse avec lui le fin fond de la problématique pour comme ça, on s'apprenne correctement de ses attentes, de ses contraintes. Et à travers cela, on peut composer avec lui une solution sur mesure. Est-ce qu'on va aller vers le cloud public? Des fois, on va dire, on va partir sur l'on-premise. D'accord? Donc, on parle cloud, mais le promise, il aura encore des années devant lui. Donc, ici, c'est que on prend les besoins, on les étudie ensemble, d'accord, avec le client, et on propose. On est déjà dans la proposition. Une proposition avec toutes les contraintes, que ce soit technologiques, organisationnelles aussi, pour le client, accessibilité, donc tous les aspects. La conduite au changement, ça aussi c'est important. Vous l'avez signalé, Simonière, tout à l'heure au début. Donc là, il y aura de l'accompagnement. Il y a on va dire, des nouvelles pratiques. Le end user, ça va un peu lui changer la vie parce que le cloud, c'est bien, mais c'est aussi, il y a des choses qu'il faut savoir. Donc là, on est là pour montrer toute la réalité, donc devant le client pour savoir voilà les contraintes, voilà les choses. Parce que des fois, le client il est habitué à une liberté sur l'on-premise, surtout le move to cloud. Donc là, c'est on-premise, on a la solution devant nous. Nous, en étant intégrateur, on est là pour personnaliser, pour pousser la personnalisation à un stade très, très avancé, ajouter aussi des fois des spécifiques. Sur le cloud, ça va changer un peu, donc, parce qu'on est dans un standard. Tout à l'heure, Madame Loubna a dit que les montées de version, ils se font automatiquement. Pour que les montées de version, par exemple, se font automatiquement, on doit absolument être sur une application la plus standard possible pour que l'application mute facilement. Donc là, c'est, on va dire, entre parenthèses, quelques freins qui bloquent le cloud. Mais à part ça, on est très serein. Donc, la solution maintenant, la techno, il est là. Donc,
il est là. Les télécoms aussi. J'ai vu tout à l'heure qu'on a nos amis Inouï parmi nos invités. Donc là aussi, donc la télécom maintenant, c'est pas les télécoms d'il y a 5 ans. Donc on a du haut débit, on peut combiner plusieurs accès accès Internet dans l'entreprise ou bien même chez nous. D'ailleurs, personnellement, je suis en télétravail, donc on travaille même de chez nous. Donc c'est des choses qui vont changer notre quotidien, d'accord, et le quotidien de nos clients aussi. Donc, c'est que du bonheur pour aller vers ces solutions-là et être sûr que les attentes sont au rendez-vous, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup, Yassine. Moi, je note 3-4 points qui sont extrêmement intéressants de ce que tu nous as avancé. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises marocaines deviennent de plus en plus matures par rapport à ce sujet. Moi, je me rappelle en 2010-2011, le sujet du service manager ou de cloud qui était assez nouveau avait du mal vraiment à décoller au Maroc au début 2010-2011. Mais là, aujourd'hui, en 2020, on voit qu'il y a un mouvement de fond qui a été accéléré grâce au Covid-19. Donc, il y a la question de la volonté du client et de la maturité que vous avez souligné. Deuxième élément, le process d'accompagnement qui est mis en œuvre par vous, qui répond à un point qui est intéressant. C'est aujourd'hui la posture. Quelle est la posture de l'intégrateur sur le marché? Et vous l'avez très bien dit, vous êtes un conseiller actif. Vous n'êtes pas un intégrateur qui va intégrer des boîtes. Vous êtes là pour conseiller, pour accompagner, pour personnaliser, pour s'assurer que le client soit satisfait de bout en bout. Donc, à la limite, la technologie qui est derrière peut être, vous êtes, je dirais, technologie agnostique. Vous êtes indépendant de la technologie. Vous pouvez le mettre sur du cloud, vous pouvez le mettre sur du in-premise, vous pouvez le mettre en hybride entre les deux, peu importe. Donc, l'idée, c'est que votre client, vous lui apportez une solution sur mesure parce qu'il est unique et spécifique, pour reprendre vos termes que vous avez dit. Donc, vraiment, l'évolution même du métier d'intégrateur va vers un conseiller multivendeur, multisolution pour répondre aux besoins personnels de chacun de ses clients. Et je trouve ça une belle posture et une belle évolution. Donc, je vais revenir quand même, si Rachid, on a eu de la chance, je sais que vous avez des difficultés techniques à vous connecter, donc bienvenue parmi nous. Donc, en 2-3 minutes, c'est Rachid, pour qu'on puisse rester dans le timing. On a encore une séance de questions-réponses. On m'envoie les questions. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions, ne vous inquiétez pas, on va avoir une session questions-réponses. Il y aura un petit décalage dans le timing. Donc, c'est Rachid, si vous pouvez répondre aux principales motivations qui vous ont poussé à aller vers le cloud pour le groupe Belatozir. Je rappelle que vous êtes un groupe leader dans le secteur de l'agroalimentaire, notamment tout ce qui est industrie du thé, et qui était assez intéressant aussi d'observer son mouvement pendant le Covid-19. Et au travers de votre expérience, quels étaient les avantages de l'infogérance? Parce que vous êtes sur une solution aujourd'hui de service manager. Donc, on est vraiment géré par Thales Informatique. Donc, c'est la dérivation du modèle de cloud, mais une solution hostée chez un provider. Quels sont les avantages de l'infogérance versus quand vous aviez à vous occuper vous-même du data center chez vous avec toutes les difficultés que vous aviez? Et merci beaucoup, Rachid. Merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie aussi les prestataires Thales qui nous accompagnent de faire une installation cloud dernièrement. Les avantages de l'infogérance de cloud, parce qu'on avait un incident. On est attaqué par un virus. Donc, on est obligé de chercher une autre solution sécurisée et fiable. C'est pour ça on a choisi cette solution pour sécuriser notre système d'information et pour changer l'emplacement des serveurs vers le cloud. Actuellement, on est presque externalisé tous nos serveurs vers le cloud. On a utilisé une solution CG100 et une application de facturage. On a externalisé les deux. Les avantages de cette externalisation, comme déjà mentionné par c'est assurer le bon fonctionnement de notre système d'information
et à disponibilité à tout moment sans arrêt et sans internet. Et sécuriser notre base de données. Et aussi, on a choisi Thales. C'est un centre de compétences qui va bénéficier on va bénéficier des conseils d'experts en système d'information. Donc c'est pour ça, c'est l'école qui va nous choisir la solution. Donc voilà, ce sont pour ça on a choisi ces solutions. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Rachid. Donc, merci pour votre succinct. Alors, effectivement, pour synthétiser, je note que les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour le choix d'une solution externalisation, c'est d'abord la disponibilité, comme vous le dites, à tout moment de la solution, répondre aux besoins de la sécurité, notamment de vos bases de données. Vous avez parlé de sécurité de vos bases de données et aussi le besoin d'être accompagné par un intégrateur qui vous écoute, qui vous conseille, qui répond à toutes vos questions techniques et difficultés. Donc, c'est de l'accompagnement aussi, c'était assez important pour vous à intégrer dans les critères de choix de la solution cloud. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on a fait le tour de tout le monde. Maintenant, Simoner, juste une petite précision par rapport à Bella Tawzieh, parce qu'on n'entendait pas la voix d'Yasser Rachid. Donc, ils étaient touchés par un ransomware. Donc, le point qui a, on va dire, déclenché cette urgence d'aller vers le cloud, c'était une attaque virale. Donc, c'est un ransomware qui a, où le jour au lendemain, le groupe Bella Tawzieh s'est retrouvé avec des serveurs cryptés. D'accord ? Donc, ils nous ont sollicité pour aller vers un nouveau serveur, faire une nouvelle installation et tout ça. Donc là, l'idée, c'est que faire tout ça, ça va prendre du temps. L'acquisition des serveurs et tout ça, donc ça va prendre du temps. Le déploiement, l'installation, puis après l'installation des applications, l'installation sur les postes clients. Donc là, je vous informe que la commande Bella Tawzieh, on l'a eu un jeudi à 16h30. Oui. Lundi, 8h du matin, le client il est opérationnel. Tout à fait. Il est opérationnel sur les différents sites que sert Bella Tawzieh. Donc, c'est des sites sur plusieurs sites au Maroc. Donc là, c'est les avantages du cloud. Donc ça aussi, c'est le fast déploiement. Donc c'est un déploiement très rapide. Et aussi, on va dire, même l'utilisateur n'a pas senti ce changement. Le changement aussi, il était pas aussi imposant. Donc voilà. Super. Mais effectivement, le risque de sécurité est un risque aujourd'hui de plus en plus présent et on l'a vu pour plusieurs groupes, pas uniquement marocains, mais à l'international. Les attaques qui ont eu lieu, notamment aussi pendant le Covid-19, c'était impressionnant. Pendant une crise, qu'il y a eu quand même des attaques informatiques et l'intérêt justement de transférer ce risque de sécurité vers des intégrateurs ou des éditeurs logiciels dont c'est le métier d'assurer la sécurité, la disponibilité et le restore. Quand les données sont perdues, il faut les restaurer à partir du backup réalisé par le fournisseur. Donc, je trouve ça très bien. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons commencer, désolé pour le retard, je sais que ça a glissé un peu. Donc, maintenant, on aura une séance de 10 minutes de questions-réponses. Donc, je vais commencer par la première question que j'ai reçue. La première, c'est le cloud et la législation marocaine. Alors, par exemple, je pense que voilà, ça c'est peut-être Yassine, tu peux répondre. Alors, la législation marocaine. Donc déjà, il y a encore un mythe, c'est que le cloud, c'est pas légal, c'est que l'information doit être stockée dans l'entreprise. Donc, que ce soit nous ou bien même l'éditeur, on s'est penché sur la question en allant chercher dans la loi, dans les textes de loi, est-ce qu'il y a une restriction pour dire est-ce que nos bases comptables, par exemple, doivent être stockées au Maroc ou bien ailleurs. Donc, il n'y a pas de ça. Donc, au contraire,
Le cloud, c'est quelque chose que le gouvernement veut pousser. Et d'ailleurs, à un moment, les financements Maroc PME, ils étaient réservés uniquement aux solutions cloud. Donc côté légal, c'est très légal. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas on va dire, de frein légal sur le cloud au Maroc. Ok, super. Deuxième, une autre Si question. tu permets, si Chokri, donc juste en complément avec ce que disait Yassine, donc en effet, pour l'hébergement des données dans des data centers marocains, donc c'est tout à fait légal, on peut le faire en dehors de l'entreprise. Effectivement, l'administration publique a fait donc par le biais de Moussanada donc un certain nombre d'incentives, visant donc à accélérer, à accroître ce développement de data centers marocains. Par ailleurs, il faut noter que pour l'hébergement des données à l'extérieur du Maroc, donc toute PME qui est dans cette optique-là doit faire une déclaration auprès de la CNDP. D'accord, donc la CNDP, d'accord, qui est l'administration en charge de la protection des données. Donc c'est très simple en fait, c'est juste un formulaire donc à remplir et on informe la CNDP que voici les données que j'héberge en dehors du Maroc. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Donc il n'y a pas de frein, ce n'est pas illégal, mais il y a tout de même donc une démarche qui repose d'accord sur le client. Une démarche repose voilà. Très bien. Et Monsieur Mounir, je me permets de prendre la parole. Ouais. Par exemple, par rapport à la CNDP, il y a deux formulaires. Le formulaire de traitement des données personnelles, donc c'est sûr, comme l'a dit Monsieur Marakchi. Et puis il y a le formulaire de l'envoi de données à l'étranger. Donc ce sont des formulaires qui sont disponibles sur le site de la CNDP. On peut les envoyer par email, mais le mieux est de les déposer dans leurs locaux au quartier de Riyad, si j'ai bonne mémoire, ou directement à ce moment-là, ils vont traiter les choses. Et au bout d'un moment, ils vont faire en sorte que vous receviez un numéro d'envoi des données à l'étranger pour être tranquille. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite formalité juste déclarative, mais qui n'est pas, je dirais, contraignante. Mais est-ce qu'il vous donne un accusé de réception ou il vous envoie une attestation que vous pouvez le faire? Oui, il vous donne un numéro de dossier. Il vous donne un numéro de dossier comme quoi votre demande a été enregistrée et qu'elle est sous tel numéro. C'est tout. C'est tout. Voilà. Après, ça prend en moyenne 2 semaines de traitement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant cette crise sanitaire, donc l'envoi, devait être physique. Donc, le dépôt du formulaire devait être physique. Et depuis la crise Covid-19, les deux possibilités, à savoir donc soit le dépôt physique, mais également l'envoi par mail, est également possible. Très bien. Merci beaucoup, Semarakchi Alexandre, pour l'explication. Juste après 2 semaines de traitement, est-ce que il vous renvoie une attestation comme quoi vous êtes autorisé ou c'est juste le dossier enregistré? C'est du déclaratif. C'est du déclaratif. Vous avez un numéro de dossier donc qui stipule que vous avez bien déclaré, et que vous pouvez utiliser votre solution SaaS. Donc, on n'attend pas d'attestation, d'autorisation, ni rien. C'est juste un numéro de dossier qui stipule que vous avez déposé le dossier, c'est tout. Effectivement. Très bien, ok, parfait. Donc ça, c'est bien à savoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'est pas vraiment contraignant. Pour l'offre SaaS, est-ce que les données sont enregistrées dans un data center marocain? C'est pour vous, M. Marakchi. Eh ben, justement, c'est le point que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez 2 possibilités, d'accord? Donc, avec l'offre souscription de Sage, vous avez une offre qui est totalement hébergée c'est pas nos data centers, puisque nous-mêmes, on les héberge sur le cloud d'Azure, le cloud de Microsoft. Donc, c'est un des leaders mondiaux à côté de AWS. C'est Azure. Je vais vous laisser, je vais enchaîner sur une autre réunion. Donc, merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Marakchi. C'était un plaisir de partager avec vous. Donc, bonne suite. Merci, au revoir. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Et donc, je disais qu'il y a les 2 possibilités. Soit l'hébergement donc à travers l'offre Sage Cloud hébergé qui est sur le cloud Azure de Microsoft, d'accord, et qui n'est pas au Maroc du coup, qui est dans plusieurs data centers dans le monde pour assurer la sécurité et la redondance. Ou bien, d'accord, vous avez la possibilité de faire une souscription pour une formule
on-premise, mais que cette fois-ci, elle va être hébergée chez un data center au Maroc. Donc, nous avons également pas mal de clients qui sont inscrits dans cette logique-là. Disons, moi, je vais héberger chez tel ou tel data center qui est à Casa, à Temara, etc. Et il va réunir deux souscriptions. Un abonnement pour sa solution ERP et un abonnement pour l'hébergement de cette solution ERP dans le data center marocain. J'espère avoir été clair. C'est parfait, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc, nous avons une autre question. Pour la partie BI, tout ce qui est logiciel BI, la partie soft BI, est-ce qu'on peut faire des analyses comparatives entre plusieurs exercices? Donc, le client demande à remonter aux 5 derniers exercices. Alors ça, c'est soit Yacine. Oui, je prends. Donc, effectivement, oui. Donc, la solution BI actuellement sur Sage 100, c'est le BI Reporting. Donc, c'est une solution qui peut aller chercher l'information dans plusieurs exercices, 3 sur la base en cours et aller chercher les autres sur les bases archivées. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, et facilement en plus. Donc, la réponse est oui. D'accord, super. Et j'aimerais donc profiter juste de cette parenthèse qui est ouverte par rapport au BI pour annoncer donc aux clients qui sont là, si vous ne le savez pas, on lance actuellement une campagne de try and buy. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité de commander à 0 dirham, d'accord, la solution de Sage Business Intelligence, pour l'utiliser jusqu'au 21 septembre et voir si ça peut vous apporter quelque chose avant de décider si réellement l'acquérir ou pas. Et une fois que vous allez vouloir l'acquérir, c'est ce que j'ai dit au départ, ça sera sous forme d'une souscription, un abonnement annuel. Et puis libre à vous avec Thalès de voir est-ce que ça sera du on-premise, est-ce que ça sera de l'hybride ou autre. Très bien. Et la question toujours sur le BI, on peut dépasser les 5 exercices. Est-ce qu'il faut à chaque fois restaurer la base archivée pour les clients qui n'ont que 5 derniers exercices? Les bases archivées, normalement, les bases, ils sont sur le moteur SQL Server. Normalement, ils sont toujours disponibles, d'accord, pour se connecter dessus. Donc, l'application Reporting BI, c'est une application multi-source. Donc, ça, c'est important à savoir, c'est que au-delà de se câbler aux différentes bases, que ce soit la base en prod, comptable et les bases archives, on peut aussi se connecter à d'autres sources de données. On a, je ne sais pas, une base de production ailleurs, on a un CRM ailleurs, donc on peut aller chercher aussi de la data de d'autres sources de données. On a un fichier Excel, on maintient un fichier Excel, je ne sais pas, les prévisions de chiffre d'affaires ou bien les objectifs des commerciaux, ce genre de choses. On peut aller les chercher et les confronter aux données qui sont sur la base Sage. Donc l'outil, les multisources. Très bien. Est-ce qu'il y a des API, justement? Des API dans la solution, il y a ce qu'on appelle le studio. Donc, sur le studio, on peut confectionner nous-mêmes les différentes relations avec les autres applications. Donc, les autres sources de données, ça doit être de la base de données relationnelle, comme ça peut être des fichiers Excel, fichiers texte, ce genre de choses. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont exploitables. Très bien. Parfait. Donc, au fait, OK. Donc, parfait. Excellent. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, sachez que, de toute façon, vous avez les coordonnées de Thales Informatique avec M. Yacine Reda, qui est votre interlocuteur. Toutes les questions que vous avez, il est prêt à y répondre, à venir vous rencontrer, échanger avec vous sur votre besoin. Et voilà. Donc, sinon, pour l'histoire de... Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots sur le pricing de la solution cloud de manière générale, au moins peut-être la structure pricing, parce qu'il faut étudier le besoin au cas par cas? Là, la question, c'est pour Marrakchi ou pour moi? Alors, pricing, c'est qui le fait? C'est l'intégrateur? Marrakchi, vas-y, Marrakchi.
Très Voilà. bien. Donc, alors, je ne peux pas voilà, vous donner le détail du principe. C'est ce que disait tout à l'heure c'est Yassine Reda à propos voilà, en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes. Mais ce qui est certain, et ce que je peux vous assurer, c'est que on est dans une logique de politique de prix à la carte. D'accord? Donc, on est capable de tailler, d'accord, exactement la solution en fonction de vos besoins. Et vous n'allez consommer, vous n'allez payer que ce que vous avez réellement besoin. D'accord? Et là, voilà, du coup, ça implique des options à la carte, ça implique, alors je vais vous donner un exemple très simple. On est deux utilisateurs au niveau de la compta. On a besoin de la compta analytique, mais pas de budgétaire, pas de rafraîchissement automatique, etc. Donc, on est capable de vous donner deux users compta avec une seule option qui est l'analytique. En gestion commerciale, on est quatre users, bah, on va avoir quatre users. On a besoin de la gestion de numéros de série, la gestion des lots. On n'a pas besoin de gestion de production ni de gestion de gamme, etc. D'accord? On va activer que les options qui vous sont nécessaires. Demain, vous voulez un logiciel pour la télédéclaration, c'est un abonnement supplémentaire. Dans une année, vous voulez gérer, voilà, enfin, la relation client avec le CRM, d'accord? Et ben là encore, voilà, vous allez pouvoir activer un user ou deux users CRM. Ça marche, tant mieux. On agrandit la flotte. Ça marche pas. Voyons autre chose. Voilà. Donc, on est vraiment sur des abonnements annuels avec un catalogue fonctionnel user à la carte. OK. Très bien. Merci beaucoup, Sim Rakchi. De toute façon, on fournira les coordonnées de Yassine et vous-même au cas de questions. Et c'est l'occasion d'ailleurs à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à les participants, si vous avez besoin de devis sur mesure, et j'en suis sûr que vous en aurez ce besoin, ça ne vous engage en rien du tout de demander un minimum un devis, voire expérimenter jusqu'au 21 septembre en bénéficiant de l'offre gratuite Try and Buy. On est dans le Test and Learn. Et voilà, ça peut être intéressant. Une dernière peut-être question, je sais qu'on a dépassé largement le temps. Pour la partie CRM, est-ce qu'on peut faire des formes en front office? Répète la question, s'il vous plaît. Est-ce que dans la partie CRM, le module gestion commerciale CRM, Oui. est-ce qu'on peut faire des formes en front office, en utilisant front office? Je pense que c'est le développement de formulaire. C'est développer des interfaces utilisateurs personnalisées, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, je pense que c'est des formulaires, oui, des formulaires, oui, utilisateurs. Ouais. Alors, la solution CRM, c'est une... Allô, s'il vous plaît, Oui, oui. Donc voilà. Donc l'application, c'est une application qui permet on va dire la personnalisation des interfaces à un certain niveau. Par contre, on peut ajouter des interfaces en extra, d'accord, qu'on peut connecter avec le CRM à travers ou bien les web services, donc ou bien à travers un accès direct aux bases de données. Donc c'est des choses qui sont possibles techniquement à étudier. Donc là, je ne sais pas qui a posé la question. Donc j'aimerais bien qu'on échange un peu plus sur la demande pour donner la réponse correcte. Très bien. Mais techniquement, oui, on va dire que oui. Techniquement, oui, d'accord, très bien. Donc j'invite effectivement la personne qui a posé la question à éventuellement, si vous voulez tester, à nous envoyer une demande dans ce sens. Super, marhaba. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci, c'est Jalil, pour vos encouragements. Merci à tous. Ok. Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, je tiens beaucoup à remercier Thales Informatique et Sage pour l'accompagnement, pour la mise en place de cette première expérience de webinaire. Je ne sais pas si Abdullah Reda, vous voulez dire un dernier mot avant la clôture? Allô, c'est Abdullah?
Micro coupé. Je suis à vous. C'était très intéressant comme webinaire. Effectivement, les sujets qui ont été abordés sont très riches et c'est des solutions concrètes dont on a parlé. Je voudrais remercier donc tous les intervenants, surtout Madame Ouattassim Billah, M. Alanik et Seintaj. Merci à tous les participants. Merci à Serla et Yassine pour l'animation. Je veux dire aussi que Thales Informatique est auprès de ses clients en ces périodes difficiles et qu'ils peuvent compter sur nous pour leur proposer les solutions les plus innovantes pour faire face à la crise. Très bien. Et ben avec ce mot de clôture, en tout cas, merci beaucoup à Sih Mouti pour la mise en place de ce bridge et l'accompagnement pour ce séminaire. Merci beaucoup à Sih Mouti. Et voilà, donc je vous laisse le soin de clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous et on est tous à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est Abdelrahman aussi, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.